Bonjour, nous sommes lundi et je vous avais dit la fois dernière qu'on se reverrait mercredi. Je vous ai menti, bien évidemment. Je m'aperçois que en mettant des couleurs pastel, je me fonds contre le mur blanc qui est derrière moi. Un chiffon fond. Un siphon fond. On est ravis de vous retrouver, bien évidemment, ce début de semaine. Pavel, Arnaud et Igor, vous voyez, nous sommes tous là à Moscou et nous sommes tous là à Moscou pour un certain tour. Il ne s'est pas passé grand-chose durant ce week-end, si j'ai bien compris, mais aujourd'hui, on va commencer par Igor. Igor, que s'est-il passé sur un plan diplomatique? Merci Président, bonjour à tous. Je vais vous reparler donc de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, puisque les deux pays ont officiellement pris la décision de devenir membres de l'Alliance Atlantique. Ce matin, le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Ryabkov, a déclaré que l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN serait une autre erreur lourde de conséquences. L'OTAN ne doit pas se faire d'illusions sur le fait que la Russie acceptera que la Suède et la Finlande rejoignent l'Alliance, et d'ajouter que ces deux alliances constitueraient un défi pour Moscou. Mais ça, c'était avant la déclaration de Vladimir Poutine cet après-midi, puisque le président russe s'est exprimé dans le cadre du sommet de l'OTSC qui se déroule actuellement à Moscou, pour préciser que la Russie n'entretient pas de contentieux territorial ni avec la Suède ni avec la Finlande, et qu'à ce titre, leur entrée dans l'OTAN ne crée pas de menace pour Moscou. Cela dit, le déploiement de nouvelles infrastructures militaires sur le sol de ces deux pays constituerait, lui, en revanche, une menace, et que cela entraînerait une réponse de la part de la Russie. Alors peut-être que le président faisait allusion là à la possible réponse de nature militaro-technique qui avait déjà été évoquée par le passé. La Suède a à cet égard précisé qu'elle n'avait pas d'objectif de créer de nouvelles bases, ou qu'aucune nouvelle base ne serait créée sur son territoire d'une part, et que d'autre part, elle n'envisageait pas d'accueillir non plus d'armes nucléaires sur son sol. Ces développements ont fait réagir un autre pays, l'Autriche, dont on vous a parlé la semaine dernière. L'Autriche qui, de son côté, a affirmé et assuré respecter la décision prise par Stockholm et Helsinki, mais que, en ce qui la concerne, elle préférait s'en tenir à son statut de neutralité et donc ne pas envisager d'adhésion à l'OTAN. On se souvient que la réaction de la Turquie avait été plus que réservée à l'égard de ces deux pays qui envisagent donc de devenir membres de l'Alliance Atlantique. La Turquie qui va travailler avec la Finlande et la Suède à trouver une solution de compromis qui pourrait inclure, là aussi manifestement, des garanties de sécurité, mais des garanties de sécurité qui portent sur les menaces que la Turquie voit à l'égard des groupes qualifiés de terroristes qui abriteraient, selon les autorités turques, enfin qui seraient abrités selon les autorités turques par les deux pays, la Finlande et la Suède. La Turquie a précisé qu'elle souhaitait précisément discuter de l'extradition d'un certain nombre de membres du PKK et de disciples de Gülen qui sont présents en Suède et en Finlande. Extradition demandée depuis longtemps par les autorités turques, mais qui n'a jamais abouti. De son côté, la Suède a indiqué qu'elle enverrait un missionnaire très bientôt en Turquie afin d'évoquer ces questions liées à la présence de ces groupes et de ces représentants de groupes dits terroristes sur leur sol. Voilà, Président. Tu vois. Donc, ce que tu nous disais le week-end dernier, vendredi dernier, oui, qui était que la position de la Turquie qui était contre l'entrée de la Finlande et de la Suède était une posture pour mieux négocier un certain nombre de points, et ça a l'air de marcher. Ce sont les points que tu as relevés aujourd'hui. Oui, ça a l'air de marcher. Alors, les Turcs ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas purement et simplement bloquer l'adhésion, mais qu'en revanche, comme on pouvait le supposer, ça pourrait éventuellement retarder le processus, mais en rien l'entraver. Et effectivement, dans le cadre de relations bilatérales avec ces deux pays, oui, il y a des négociations et peut-être même qu'il y aura aussi d'autres sujets qui seront évoqués avec le missionnaire suédois, mais peut-être aussi avec d'autres pays, comme avec les États-Unis sur des dossiers que j'avais évoqués la semaine dernière. Et le discours de Vladimir Poutine cet après-midi est plutôt apaisant. Alors. En fait, j'ai l'impression qu'il tient plutôt à calmer le jeu. Alors, bon, visiblement, par rapport effectivement, ça je tenais à les rappeler, les déclarations de Ryabkov ce matin ont été quand même quelque peu, j'allais dire,
peut-être pas contredite, mais on va dire nuancée par le président russe, hein, puisque lui, il est plutôt sur une logique, oui, de calmer le jeu. Mais une fois encore, il fait la part des choses entre l'adhésion en tant que telle et ensuite l'éventuel possible déploiement de nouvelles capacités sur le sol de ces deux pays. Comme toujours, avec les Russes, il y a le discours et les actes. Alors, mais si jamais dans les actes, et c'est ce que les Russes regardent beaucoup plus, désormais que le discours qu'on leur prodigue, surtout depuis l'Occident, si jamais il n'y a pas de capacité en l'état actuel, si on s'en tient effectivement au discours de Vladimir Poutine, manifestement, il n'y a pas péril en la demeure et par conséquent, on pourrait prendre acte de cette nouvelle réalité, mais sans que cela entraîne nécessairement de tensions supplémentaires dans les relations déjà qui sont largement compromises. En revanche, s'il y a un déploiement de missiles à la frontière russe côté finlandais, ça risque d'accroître les tensions de façon sérieuse. Oui, mais je pense que les Finlandais ne sont pas prêts. Sont pas givrés. Les Finlandais ne sont pas givrés sur cette note positive. Arnaud, que peux-tu nous dire aujourd'hui sur pas le plan politique ou économique? Économique, deux nouvelles, deux éléments que je partage avec vous. D'abord, les résultats d'un sondage réalisé par l'Institut Levada sur les humeurs des consommateurs russes. Et ce sondage montre un recul au niveau de 2009 des intentions d'achat importantes, c'est-à-dire automobiles, immobiliers. Et en même temps, si j'ose dire, un regain d'optimisme à 5 ans. C'est-à-dire que les Russes, 39% des Russes, contre environ 20% le mois dernier, sont relativement optimistes à horizon de 5 ans. Donc, à court terme, prudence, on devine les raisons, et à moyen terme, de façon assez surprenante, un regain d'optimisme chez les personnes interrogées, en tout cas sur une proportion croissante. Deuxième nouvelle significative, c'est l'annonce du départ de McDonald's de Russie, qui est probablement un faux départ en réalité, plutôt un changement d'enseigne. C'est en tout cas ce qu'on croit comprendre des éléments qui ont filtré. Et il y a aussi aujourd'hui, vous le savez, Renault qui a fait une annonce, alors dans le prolongement d'une annonce précédente, ce n'est pas un coup, mais on a appris que les participations de Renault en Russie seraient reprises par l'État et par la mairie de Moscou, et cet accord prévoit une option de retour dans un délai de 5 à 6 ans. Voilà, Président, pour les nouvelles économies qui sont assez peu nombreuses aujourd'hui en Russie. On nous pose tout de suite une question sur Renault. Pour quelle pérennité industrielle pour les usines de Renault en Russie avec le départ de la marque Losange? Je ne veux pas te demander une réponse là-dessus. Mais c'est très difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas ce qui a été négocié avec Renault. Renault avait le déploiement d'un certain nombre de modèles au sein d'Autovaz. Si dans leurs négociations, il était dit qu'effectivement les développements des modèles continueraient, il ne faut pas oublier qu'ils étaient faits quand même par les équipes russes avec le soutien de Renault en France. Si on peut imaginer le lancement de certains modèles qui ont été finalisés. Donc, dans ces cas-là, il y aura une pérennité qui sera beaucoup plus grande. D'un autre côté, les Russes ont quand même une tradition industrielle dans l'automobile depuis bien longtemps, même si leur véhicule du temps de l'Union soviétique n'était pas d'une qualité extraordinaire. Ils ont quand même beaucoup appris aujourd'hui. Avtovaz représente 40% du marché russe. Donc, il y aura certainement une pérennité qui va continuer. Et Président, si tu permets, je crois avoir vu deux informations aujourd'hui. L'une, que visiblement, dans ces usines-là, il serait produit des voitures de marque Moskvitch, qu'on allait donc Ça, c'est pour Renault à Moscou. Renault à Moscou. Et la deuxième information, c'est que manifestement, les modèles de type Renault Duster pourraient être produits, mais sous marque Lada. C'est-à-dire que le 4x4 que l'on connaît, suivez Urbain Duster, qui est déjà produit aussi sous marque Dacia, c'est le même, sauf que c'est Dacia donc on a, mais qui est aussi Renault, pour les raisons industrielles que l'on connaît, pourrait être aussi décliné désormais sous la marque Lada.
En fait, ce que tu dis, c'est ce que je pense, c'est qu'ils ont négocié certainement la continuité d'un certain nombre de produits et de lancements qu'ils vont avoir. Donc, je pense que là, il y aura une pérennité industrielle, mais à suivre, bien évidemment. Une question pour toi, Igor. On nous dit Kirilo Boudanov a indiqué que selon lui, le tournant de la guerre serait durant la deuxième partie du mois d'août et estime que la plupart des combats seront terminés d'ici à la fin de l'année. Qu'en pensez-vous? Pas grand-chose à vrai dire, parce que moi je pense que ça va durer maintenant. Dire que le tournant de la guerre, en fait, quand il parle de tournant de la guerre, il parle de ce qu'on appelle le point culminant, c'est-à-dire le point. En fait, d'abord, tu peux dire qui est Kirilo Boudanov pour nos auditeurs? C'est un. Alors là, je vais confondre Arnaud, c'est un analyste ukrainien, le troisième frère Bogdanov. Oui, alors c'est pas le frère Bogdanov comme le dit si bien, mais c'est. Non, mais c'est un analyste ukrainien, mais je. C'est un analyste ukrainien, en tout cas, c'est un Ukrainien. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai vu passer en fait cette information cet après-midi sur les réseaux, mais je n'ai pas attaché plus d'importance que ça. Hein. C'est la théorie qu'en gros, il y a un point quelque part, un point une rupture qui va être atteint cet été, soi-disant. On nous dit que c'est le chef du renseignement militaire ukrainien. Ouais, voilà. Bon. Voilà. Merci, Edouard. Merci de préciser. Ouais. Mais moi, je n'ai pas plus d'éléments que ça à apporter, à dire, sur ces déclarations. Ce qu'on peut dire d'abord, rappeler qu'on n'entre pas dans les détails des affaires militaires ici, mais d'autre part que le chef du renseignement militaire ukrainien, quand il s'exprime, il fait de la com, de l'information, de la désinformation. Il faut en être conscient. En tout cas, il faut attacher de l'importance à ces déclarations, il faut en prendre note, mais peut-être ne pas les prendre au pied de la lettre. Voilà. Ce qui est certain, c'est que les opérations militaires se poursuivent et qu'elles se concentrent désormais exclusivement ou presque dans le Donbass. Et on voit des choses assez contrastées, différentes. On voit aussi sortir des articles assez rares, mais assez informés sur l'état de l'économie ukrainienne en particulier, assez alarmiste. Donc, il y aura un moment ou un autre probablement une rupture, mais nul ne sait de quel côté ce sera, ni évidemment à quelle échéance. Mais ce point de vue est un point de vue évidemment engagé, intéressant. Il traduit aussi certaines attentes probablement à l'égard des livraisons d'armes en cours. Sur un sujet différent, et je ne sais pas si Pavel, vous avez vu que Pavel a une cravate aujourd'hui, il sort d'un rendez-vous important. J'ai juste mis une cravate. Et non, il n'a pas juste mis une cravate, il avait un rendez-vous important. Mais on nous demande si on disposait de la liste des 200 produits pour lesquels la Russie autoriserait l'importation sans l'autorisation de l'entreprise productrice du bien. C'est les importations parallèles. Au titre des contre-mesures russes. Est-ce qu'on a la liste de Oui, il y a une liste qui a été éditée par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui est en charge. Mais est-ce qu'on l'a, nous? Et oui, on en dispose, on peut parfaitement la mettre à disposition de nos auditeurs. Donc, on va la partager. Comme on le fait d'habitude. Ce sera un PDF à télécharger. On va la partager. Donc, il faut la mettre, on va la mettre sur le site ou on la met. Non, on ne la met pas sur le site. Ah non? On ne met pas sur le site. La personne nous demande. Bon, il faut remplir, il faut demander sur la hotline de la CCFR et on vous l'enverra. On nous demande ce qu'on pense de la société, du départ de la société Siemens. Alors ça, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus parce que je n'en sais rien du tout. Mais est-ce que, je l'ai entendu dire, mais je n'ai pas parlé avec Siemens et je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux départ. Donc, je ne sais pas si vous avez des informations complémentaires sur Siemens. Non. Mis à part ce qu'on en a dit, c'est-à-dire qu'il y avait la partie notamment maintien, de maintenance des Sapsan et des Lastochka, donc en gros les rames et puis les motrices qui étaient produites par Siemens en coopération avec les Russes, qui la partie d'entretien donc des wagons qui elle-même semble abandonner visiblement le contrat d'entretien, alors qu'à l'origine, dès le mois de mars, Siemens avait laissé entendre qu'il se retirait, mais qu'il maintiendrait le contrat de service de ces Sapsan et des Lastochka. Mais maintenant, la nouveauté, c'est depuis la semaine dernière, c'est que ce contrat-là va être visiblement abandonné. Donc ça, évidemment, ça pose un problème pour le maintien en condition de ces trains-là. Cela dit, pour la partie turbine, visiblement, ils vont laisser les actifs à Silovyi Machine, donc, qui est un des partenaires industriels dans la région de Leningrad.
De ligne, d'accord. Et pour la maintenance, si j'ai bien compris, pour la maintenance des trains, c'est RGD qui prendrait le relais. Oui, visiblement, RGD a annoncé être en mesure de pouvoir subvenir à la maintenance des trains. Parce que ça veut dire concrètement en termes de. Mais ils affirment être maintenant en. Mais ce qui veut donc dire que ça ouvre la voie, si je peux m'exprimer ainsi pour les trains, ça ouvre la voie aux Chinois et à leur TGV. Ça fait plusieurs années qu'ils tentent de le vendre en Russie. Siemens a toujours bloqué les ventes du TGV chinois, mais là, aujourd'hui, si les Russes veulent faire un accord, ça sera forcément avec eux. Il y avait un projet de nouvelle ligne à grande vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui mettait les deux villes à 2h30 l'une de l'autre. Alors, c'était un projet sur la décennie actuelle, Siemens avait été clairement présélectionné pour faire le. Il y avait même un projet initial avec la SNCF. Ah bah, tu vois. Et ensuite avec Siemens. Mais il y avait le projet Moscou-Kazan-Yekaterinbourg avec les Chinois. Ouais, voilà. On verra, mais à mon avis, les Chinois là, vont plutôt accélérer leurs investissements, mais on verra ce que ça donne. Avec Guillaume Pépi, et vu au bout d'un moment diverger. Oui, Guillaume Pépi, qui n'est plus président donc, de la SNCF depuis longtemps, mais oui. C'est un sujet complètement différent. Une auditrice nous dit, ce week-end, il y a eu l'Eurovision. Et j'ai remarqué que les commentaires des Français sur les articles concernant les résultats et l'invitation du groupe ukrainien à boycotter la Russie étaient bien plus agressifs vis-à-vis d'Ukraine et de Zelensky. Visiblement, leur campagne de communication anti-russe commence à lasser. Qu'en pensez-vous? Je dois avouer ne pas avoir regardé l'Eurovision, donc j'ai quelques difficultés à commenter. Non, mais est-ce que tu sens que la campagne de communication de Zelensky en général peut lasser un peu? Il y a deux choses. Il y a d'abord un phénomène qui ne concerne pas que l'Ukraine, mais un phénomène relatif à l'information en général. Les grands sujets doivent changer en réalité. Et donc, la guerre en Ukraine ne fait plus toujours les gros titres, en France en tout cas. Il y a eu des élections en France, il y aura peut-être demain d'autres événements. Donc, il y a un phénomène de lassitude par rapport à la guerre elle-même. Ça, c'est certain. Pour ce qui est de la communication ukrainienne, c'est difficile à dire. En tout cas, on se souvient que l'intervention de Zelensky devant le Parlement, ses appels au boycott de certaines entreprises, n'étaient pas forcément très bien passés, en tout cas moins bien passés que dans d'autres pays. Donc, voilà, donc il est évident que la victoire de l'Ukraine à l'Eurovision est une bonne nouvelle pour Zelensky. Ça permet, dans un autre registre, de faire parler positivement de l'Ukraine, mais il est certain qu'il y a une forme de lassitude, une forme de gestion de l'information qui est ce qu'elle est, et aucun sujet, aussi important et aussi tragique soit-il, ne peut monopoliser ou arriver en tête de bulletin pendant plusieurs mois ou à fortiori plusieurs années. Moi, j'ai l'impression que le président Zelensky est entré dans un nouveau cycle de communication, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la tournée de tous les parlements européens, puis il y a eu, au Japon, en Israël, il s'est exprimé, ça a pris plusieurs semaines. Et là, j'ai l'impression que maintenant, il s'est relancé sur un cycle de communication en s'adressant aux grandes télé. Alors, la semaine dernière, il s'est exprimé sur la RAI, on lui a consacré une émission, visiblement. Il y a eu probablement d'autres performances audiovisuelles de la sorte, mais on voit donc qu'il essaie de maintenir, de contribuer à éviter l'effet qu'Arnaud décrivait d'essoufflement et de fatigue à l'égard de ce marathon, parce que ça prend quand même du temps de chaque fois maintenir très haut l'attention des gens et des opinions publiques. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça uniquement par Telegram ou Twitter. Il faut aller se montrer à la télé, etc. Donc ça fait quand même bientôt 3 mois. Oui, c'est ça, bientôt 3 mois. Donc j'ai l'impression qu'il est sur un nouveau cycle, mais il faut voir maintenant sur quelle télé il va s'exprimer, dans quel cadre, quel format, mais j'ai ce sentiment-là. En France, il s'est adressé à Sciences Po. Et il s'est adressé à Sciences Po, voilà. Donc, il risque de maintenant, effectivement, il va probablement choisir les universités aussi. Probablement. Mais il s'est exprimé donc devant la RAI la semaine dernière, comme je le disais, et là, l'Italie, après la décision de livrer un 3e paquet d'assistance militaire à l'Ukraine. Là, c'était annoncé par Draghi hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Donc, est-ce que c'est corrélé? J'en sais rien, mais bon, c'est... Voilà.
On nous demande quelle est la référence des articles sur l'économie ukrainienne. Est-ce que vous pouvez donner des références? On vous les donnera demain, non? Oui, on le mettra sur la outline. Enfin, on peut faire suivre ça. On va suivre ça sur la outline. Donc, pour ceux qui veulent des références sur les articles sur l'économie ukrainienne, écrivez-nous et on vous les donnera. Alors, on nous dit plusieurs de nos membres qui se fournissent en produits finis en Russie, c'est un sujet différent, n'arrivent plus aujourd'hui à régler leurs fournisseurs qui, eux, arrivent à livrer en France les 10 produits. Quels conseils pourriez-vous leur donner? C'est le problème bancaire, qui est un problème absolument majeur. Il faut parler avec sa banque. À partir du moment où vous avez signé un contrat avec des Russes, il faut parler avec sa banque pour savoir comment vous pouvez les payer ou comment vous pouvez recevoir de l'argent. Voir avec eux s'ils acceptent. Plusieurs banques françaises ont déjà refusé de recevoir ou de faire des virements en Russie, partant du principe que c'était dangereux pour eux. Ce n'est pas légal, hein. Ils n'ont pas le droit de bloquer les paiements parce que si vous le faites avec une banque qui n'est pas sous sanction, il n'y a absolument aucune raison de ne pas payer, mais plusieurs banques ont déjà pris cette option-là. Vous voyez ce qui se passe en France avec les comptes en banque des Russes qui sont fermés. Il y aura une action de groupe des Russes vis-à-vis des banques françaises. Beaucoup de résidents russes, donc beaucoup de Français résidents russes, ont des problèmes majeurs avec leur banque. La seule façon, c'est de parler à sa banque. Donc, il faut aller les voir, leur demander comment on peut être payé, comment on peut faire un virement, savoir que ça va prendre du temps. À partir du moment où vous attendez un virement, ça peut prendre plusieurs semaines avant de recevoir le virement. Donc, rien n'est simple, tout est compliqué, selon l'adage. Et une fois que je vous ai dit ça, on n'a plus de questions. Donc, c'est une section un petit peu plus courte aujourd'hui qui reflète aussi le fait qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Alors, gentiment, je remercie cette personne qui nous dit ce n'est pas parce que les viewers Zoom diminuent qu'on ne vous regarde plus. Je regarde les replays YouTube avec assiduité. Merci pour votre travail. Mais merci beaucoup pour votre petit mot qui nous touche. Arnaud, Igor, vous avez encore un mot que vous voulez dire? Non? Rien? Pavel? Comme d'habitude, les rendez-vous traditionnels, donc désormais 3 fois par semaine et non plus tous les jours, toujours à la même heure, 17h30 heure de Moscou, heure d'été, donc 16h30 heure de Paris. Et puis, si peut-être une nouveauté, c'est que nous sommes en train d'enclencher une collaboration plus étroite que par le passé avec le service fédéral douanier, des rencontres régulières, échanges d'informations privilégiés avec les douaniers russes. Donc, on va également utiliser notre hotline que vous connaissez, hotline@ccifr.ru, pour vous assister, vous aider, vous soutenir dans vos relations avec les douanes russes. On n'est hélas pas capable de faire grand-chose pour vous de l'autre côté des frontières, mais tout du moins côté russe, on sera là pour vous soutenir, sachant que le problème des transports, de la logistique est en passe de devenir le problème majeur des entreprises ici. Donc, à nous de nous montrer réactifs avec vous et à vos côtés. Pour le reste, le fil Telegram que vous connaissez, enfin j'allais dire les 2 fils Telegram, le fil Telegram dans lequel nous annonçons les rendez-vous et le fil Legal CIFR sur les nouveautés administratives et réglementaires qui se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, donc comme je vous le disais, rendez-vous après-demain, mercredi. Tenez bon. Alors, on a reçu entre-temps un petit message d'une auditrice qui nous dit qu'elle a une réponse du Crédit Agricole sur la possibilité de faire un virement en Russie, qui lui disait, si vous le souhaitez, vous pouvez réémettre un virement directement vers la Russie, en sachant que les virements en destination de la Russie sont autorisés si l'opération en question n'est pas interdite par les réglementations européennes et américaines, ce qui est toujours très intéressant lorsqu'on est européen, dans le cadre de sanctions émises à l'encontre de la Russie. À réception du virement, nous devons collecter le maximum d'informations, factures, etc. Ensuite, la demande est analysée par la sécurité financière avant d'accord
avant d'émettre l'accord définitif. Autrement dit, ça prend plusieurs semaines, mais le Crédit Agricole fait partie des banques qui sont plutôt ouvertes sur le sujet. Une dernière question d'un de nos auditeurs qui nous disait: je pensais que vous alliez annoncer la nouvelle, le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Premier ministre, on ne sait pas encore. Vous savez tout, nous dit-il. On le sait, mais on ne peut pas le dire. Donc, on vous remercie. Tenez bon, comme le disait Pavel, et la CCI France Russie reste à vos côtés. À mercredi. Au revoir.